C'était un jour avant le retour prévu du président exilé d'Haïti, Jean-Bertrand Aristide, et il était clair que la date limite du 30 octobre 1993, pour un retour à un régime démocratique, dans la nation la plus pauvre de l'hémisphère occidental, ne pouvait pas avoir lieu. Aristide, un prêtre catholique romain, qui avait été élu près de 3 ans auparavant, avec 70% des voix, lors de la première élection libre d'Haïti, s'exprimait devant une session bondée de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans un geste dramatique, Aristide a déclaré aux diplomates que le gouvernement militaire d'Haïti devait céder le pouvoir, qui devait mettre fin au rôle d'Haïti dans le trafic de drogue. Un commerce financé par le cartel colombien de Cali, qui avait explosé dans les mois suivant le coup d'État. Aristide a déclaré à l'ONU que chaque année, Haïti est le point de transit de près de 50 tonnes de cocaïne, d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars, procurant aux dirigeants militaires haïtiens 200 millions de dollars de bénéfices. Les accusations électrisantes d'Aristide ont ouvert la porte à des révélations encore plus sinistres. Le sénateur du Massachusetts John Kerry dirigeait un sous-comité concerné par le terrorisme international et le trafic de drogue, qui a révélé une collusion entre la CIA et des trafiquants de drogue lors des audiences Iran-Contra à la fin des années 1980. Kerry avait développé des informations détaillées sur le trafic de drogue par les dirigeants militaires d'Haïti, qui ont conduit à l'inculpation à Miami, en 1988, du lieutenant-colonel Jean-Claude Paul. L'acte d'accusation a été un embarras majeur pour l'armée haïtienne, d'autant plus que Paul a refusé avec défi de se rendre aux autorités américaines. C'était juste un mois avant que des milliers de soldats américains envahissent le Panama et arrêtent Manuel Noriega, qui, comme le colonel Paul, était également inculpé pour trafic de drogue en Floride. En novembre 1989, le colonel Paul a été retrouvé mort après avoir consommé un cadeau traditionnel haïtien, un bol de soupe à la citrouille. Les responsables haïtiens ont accusé la femme de Paul du meurtre, apparemment parce qu'elle avait été escroquée de sa part d'un accord de cocaïne par des associés de son mari, qui étaient impliqués dans la contrebande via Miami. Le Sénat américain a également entendu des témoignages, en 1988, selon lesquels le ministre de l'Intérieur d'Haïti, le général Williams Regala et son agent de liaison avec la DEA, ont protégé et supervisé les expéditions de cocaïne. Le témoignage a également accusé le commandant militaire haïtien de l'époque, le général Henri Nanfi, d'avoir accepté des pots de vin de trafiquants colombiens en échange de droits d'atterrissage au milieu des années 1980. C'est en 1989 qu'un autre coup d'État militaire porta au pouvoir le lieutenant-général Prosper Avril. Sous la pression des États-Unis, Avril, l'ancien chef des finances, sous la dictature de la famille Duvalier pendant 30 ans en Haïti, a limogé 140 officiers soupçonnés de trafic de drogue. Avril, qui vivait à Miami, fut poursuivi par 6 Haïtiens, dont le maire de Port-au-Prince Evans Paul, qui affirment avoir été enlevés et torturés par l'armée haïtienne, sous les ordres d'Avril en novembre 1989. Selon un témoin, devant le sous-comité du sénateur John Kerry, Avril est en fait un acteur majeur, dans le rôle d'Haïti en tant que point de transit, dans le commerce de la cocaïne. 4 ans plus tard, à la veille du retour négocié d'Aristide, en tant que président élu d'Haïti. Un résumé d'un rapport confidentiel, préparé pour le Congrès et divulgué aux médias indique que les niveaux de corruption au sein du service des stupéfiants géré par l'armée haïtienne sont suffisamment importants pour entraver toute enquête importante visant à démanteler une organisation colombienne en Haïti. Le rapport indique que plus de 1000 Colombiens vivent en Haïti, en utilisant de faux passeports de la République dominicaine voisine. Le leader de la République dominicaine, Joaquín Balaguer, s'oppose au blocus de l'ONU sur Haïti et entretient des liens étroits avec l'armée haïtienne. La route reliant Port-au-Prince à la ville frontalière de Jimani en République dominicaine est la seule route bien goudronnée en Haïti et sert de bouée de sauvetage pour le régime. Malgré l'embargo et le blocus naval américain d'Haïti, la route vers la République dominicaine est devenue non seulement la route pour les camions-citernes qui enfreignent l'embargo, mais aussi la principale route pour les expéditions de cocaïne. Fernando Burgos Martinez, un ressortissant colombien, ayant des intérêts commerciaux majeurs en Haïti, a été nommé dans les registres du Congrès comme un important trafiquant de cocaïne, assez effronté pour faire des affaires avec d'autres trafiquants de drogue colombiens,
sur son téléphone personnel. Une source de la DEA indique que l'ambassade des États-Unis et le gouvernement haïtien ont été pressés en vain d'autoriser les écoutes téléphoniques. Malgré les allégations de la DEA, selon lesquelles Martinez a été impliqué dans toutes les expéditions importantes de drogue vers Haïti depuis 1987. Le rapport Kerry affirme que Martinez est le bagman des cartels colombiens de la cocaïne et supervise les pots de vin versés à l'armée haïtienne. Selon l'avocat de Miami, John Matt, qui défend un trafiquant de drogue cubano-américain, coopérant avec les procureurs américains, Martinez a reçu $30 000 pour soudoyer les autorités haïtiennes, afin qu'elles libèrent 2 pilotes de drogue emprisonnés en Haïti, après que le moteur de leur avion se soit éteint, les forçant à atterrir à Port-au-Prince. Martinez clame son innocence depuis sa somptueuse maison de Pétionville, une banlieue ornée où vit la classe dirigeante d'Haïti, surplombant les bidonvilles de la capitale. Il dirige le casino du somptueux hôtel El Rancho, qui, avant l'embargo, réalisait près de $50 millions d'affaires chaque semaine, un flux de trésorerie suffisant pour dissimuler une importante opération de blanchiment d'argent. Mais les allégations les plus troublantes concernent le rôle joué par la CIA, en gardant de nombreux putschistes sur la liste de paix de l'agence, dans le cadre d'une unité de renseignement anti-drogue, mise en place par les États-Unis en Haïti en 1986. Beaucoup de ces mêmes militaires ont vu leurs avoirs américains gelés et sont empêchés d'entrer dans ce pays, en raison de leur rôle dans le renversement d'Aristide et des violations ultérieures des droits de l'homme, y compris la torture et les meurtres d'opposants politiques, soulevant la question, les États-Unis ont-ils été impliqués dans un coup d'État narco qui a renversé Aristide? Lorsque des milliers de soldats américains se sont écrasés au Panama pour arrêter Manuel Noriega, le 20 décembre 1989, l'administration du président George Bush a justifié cette action comme une victoire majeure dans la guerre contre la drogue. Le coût de cette victoire a été minimisé dans la précipitation de la propagande, saluant une victoire rare dans une guerre où la lumière au bout du tunnel n'est pas souvent vue. La Maison-Blanche a affirmé que les pertes étaient faibles, 200 Panaméens tués, ainsi qu'une vingtaine de soldats américains. Bush a déclaré que le prix valait la réalisation de la fin du rôle du Panama, en tant que banquier et point de transit, de la cocaïne passée en contrebande, des cartels colombiens. Mais le coût humain s'est avéré beaucoup plus important que les déclarations officielles. Un procès intenté par le Center for Constitutional Rights, basé à New York, au nom de 300 victimes de l'invasion du Panama, indique des victimes de plus de 2000 morts, que l'agression a laissé 20 000 sans-abri et des dommages dépassant $2 milliards. Des fosses communes ont été déterrées après l'invasion, et des centaines de victimes enterrées dans des sacs mortuaires fabriqués aux États-Unis ont été découvertes, et des témoins oculaires ont déclaré avoir vu des troupes américaines jeter les corps de civils dans des tranchées. Ces révélations ont poussé l'Organisation des États américains à ouvrir une enquête sur d'éventuelles violations des droits de l'homme par les États-Unis lors de leur invasion du Panama, la première enquête de ce type sur une intervention américaine, jamais montée par un organisme international. Les coups de feu avaient à peine diminué au Panama, et le général Noriega était à peine installé dans sa nouvelle cellule dans une prison fédérale, qu'une autre bataille dans la guerre contre la drogue semblait être sur le point d'être gagnée. En Haïti, des décennies de dictature brutale semblaient venir à terme, avec l'élection du président Jean-Bertrand Aristide, à la tête de la nation caribéenne de 6 millions d'habitants. C'était une époque où les rêves d'un avenir meilleur pour les pauvres d'Haïti semblaient être à portée de main. Mais il ne fallut pas longtemps avant que le rêve ne se transforme en cauchemar. Moins d'un an après les élections, le 30 septembre 1991, l'armée haïtienne a lancé un coup d'État impitoyable qui a forcé Aristide à l'exil. Le coup d'État a inauguré une nouvelle période de répression militaire, dans l'histoire compliquée d'Haïti, une histoire marquée par 20 ans d'occupation militaire américaine, à commencer par l'écrasement en 1915, d'une révolte populaire par les Marines américains. Des groupes de défense des droits de l'homme rapportent que les Haïtiens tués lors de la répression qui a suivi le coup d'État pourraient être plus de 3000. Plus de 2000 autres ont été grièvement blessés, dont des victimes de coups de feu et de torture. L'OEA a imposé un embargo qui n'a pas réussi à renverser les putschistes, mais a forcé des négociations, négociées par l'ONU à Governor Island à New York en juillet dernier. Le chef du coup d'État, le général Raúl Cedras, a accepté d'autoriser le retour d'Aristide en échange de la fin de l'embargo. Pourtant,
Alors que la date du retour d'Aristide approchait, les militaires ont lancé une campagne de terreur contre leurs adversaires. Les meurtres ont culminé dans les jours qui ont précédé le retour prévu d'Aristide, avec le meurtre effronté d'Antoine Izméry, un homme d'affaires et principal soutien d'Aristide, qui a été enlevé dans une cathédrale et abattu dans une rue animée de la ville. Plus tard, Guy Malary, le ministre de la Justice d'Aristide, a également été tué, et son corps a été abandonné au bord d'une route. Le président Bill Clinton a publiquement exprimé son soutien au retour d'Aristide en Haïti, et a envoyé le transport USS Comté de Harlan, avec des centaines de soldats, pour assurer la transition vers la démocratie. Mais au port où le navire devait accoster, des voyous du gouvernement pro-militaire ont organisé une manifestation, incitant le comté de Harlan à rebrousser chemin. C'était peu de temps après que les images de soldats américains morts traînés dans les rues de Somalie aient choqué les Américains et fourni une excuse à l'administration Clinton pour renoncer à ce qui promettait d'être une autre intervention, à durée indéterminée. Pendant ce temps, la CIA menait ouvertement une campagne de désinformation à grande échelle contre Aristide. Le sénateur ultra-conservateur de Caroline du Nord, Jesse Helms, l'un des principaux opposants à Aristide, a amené de la CIA l'analyste Brian Latell à Capitol Hill en octobre pour informer certains sénateurs et représentants des allégations selon lesquelles Aristide aurait été traité pour une maladie mentale. Il s'est avéré que le temps pendant lequel le rapport de la CIA allègue qu'Aristide a été soigné dans un hôpital canadien tombait dans la même période pendant Aristide étudiait et enseignait en Israël. Latell a également déclaré qu'il n'avait vu aucune preuve d'un régime oppressif en Haïti. Alors que Helms était un partisan de longue date de la dictature brutale de Jean-Claude Duvalier, les démocrates ont eu leur propre lien avec les violateurs des droits de l'homme et les trafiquants de drogue qui dirigent Haïti. L'ancien chef du Parti démocrate et actuel secrétaire au commerce, Ron Brown, a dirigé un cabinet d'avocats qui a représenté la famille Duvalier pendant des décennies. Une partie de cette représentation était une campagne de relations publiques qui soulignait l'opposition de Duvalier au communisme pendant la guerre froide. Le soutien des États-Unis à Duvalier valait plus de 400 millions de dollars d'aide au pays, avant que l'homme qui se faisait appeler président à vie d'Haïti ne soit expulsé du pays. Même le départ de Duvalier d'Haïti, en février 1986, est entouré d'intrigues secrètes et reste une facette inexplorée de la carrière du lieutenant-colonel Oliver North. Peu de temps après l'éviction de Duvalier, North aurait déclaré qu'il avait mis fin au cauchemar d'Haïti, une déclaration cryptée qui n'a jamais été élucidée publiquement lors des audiences Iran-Contra. Alors que Jesse Helms utilisait le CIA pour insulter Aristide dans les médias, un service de renseignement en Haïti, mis en place par l'Agence pour lutter contre le trafic de cocaïne, s'était transformé en une bande de terroristes politiques et de trafiquants de drogue. 3 anciens chefs du service national de renseignement haïtien figurent désormais sur la liste des 41 responsables haïtiens dont les avoirs aux États-Unis ont été gelés pour avoir soutenu le coup d'État militaire. La CIA a versé des millions au service depuis sa fondation en 1986 jusqu'au coup d'État de 1991. Un document de la DEA daté de 1992 décrit le Service national de renseignement comme une unité secrète de renseignement anti-narcotique qui travaille souvent à l'unisson avec la CIA. Bien que la plupart des activités de la CIA en Haïti restent secrètes, les responsables américains accusent certains agents du service d'être trempés dans le trafic de drogue. Un responsable de l'ambassade des États-Unis en Haïti a déclaré au New York Times que le Service national de renseignement était une organisation militaire qui distribuait de la drogue en Haïti. Le ministre de l'Intérieur en exil d'Aristide, Patrick Healy, a déclaré que la relation entre la CIA et le Service national de renseignement implique plus que la drogue. Healy a déclaré au journaliste d'investigation Denny Bernstein que le Service national de renseignement a été créé par la CIA, dit Healy, pour infiltrer les réseaux de la drogue. Mais Healy ajoute que le Service national de renseignement, dont le personnel est entièrement composé de militaires haïtiens, dépense la plupart de ses ressources dans la répression politique et l'espionnage des Haïtiens. Après le coup d'État de 1991, Healy soutient que le commerce de la drogue a fait un bond en avant, prenant le contrôle de l'autorité portuaire nationale par l'intermédiaire des bureaux du chef de la police de Port-au-Prince, le lieutenant-colonel Michel François. Ce sont les voyous de François, appelés attachés,
qui sont principalement responsables des vagues d'assassinats politiques depuis le coup d'État. Des sources gouvernementales américaines disent que le Service national de renseignement n'a jamais fourni beaucoup de renseignements sur les stupéfiants, et ses commandants étaient responsables de la torture et du meurtre de partisans d'Aristide, et ont forcé le chef de la DEA pour Haïti de fuir le pays. Le sénateur du Connecticut, Christopher Dodd, qui siège au comité des relations étrangères et a reçu de nombreux briefings de la CIA, a déclaré que les renseignements sur la drogue que les États-Unis recevaient provenaient des mêmes personnes qui, devant le monde, assassinent brutalement des gens. Au début des années 1980, alors qu'Haïti était encore sous le règne de Duvalier, le trafic de drogue en Haïti était le domaine de militaires individuellement corrompus, associés au puissant beau-père de Duvalier. En 1985, les cartels de la cocaïne ont commencé à chercher des points de transit pour l'industrie en plein essor de la cocaïne. Un candidat naturel était Haïti, situé juste au sud des Bahamas, une autre voie de transit préférée. Haïti est particulièrement attrayant pour les trafiquants de drogue, car la route la plus directe, entre la côte colombienne et la Floride, passe par le canal du Vent, entre le nord d'Haïti et l'est de Cuba. Port-au-Prince est à environ 500 miles nautiques au nord de la Colombie, et à 700 miles au sud-est de Miami. Un ancien agent en charge de la DEA à Miami, Thomas Cash, a déclaré au comité du sénateur Kerry que l'attrait d'Haïti pour les contrebandiers est facilité par des dizaines de petites pistes d'atterrissage, le manque de patrouilles dans l'espace aérien haïtien, et l'absence totale d'approche de surveillance radar dans le pays. Combiné à la corruption légendaire des fonctionnaires, ces conditions font d'Haïti un terrain très fertile pour les trafiquants de drogue. En fait, le tristement célèbre trafiquant de drogue, George Morales, a déclaré à Kerry qu'au milieu des années 1980, j'utilisais l'île d'Haïti principalement comme parking, comme un endroit où je placerais mon avion, afin qu'il puisse être réparé. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait expédié de la drogue via Haïti, Morales a répondu « Oui, je l'ai fait », ajoutant « C'est quelque chose qui se fait assez couramment ». Depuis lors, le rôle d'Haïti dans le commerce de la drogue s'est accru, et les profits des responsables haïtiens impliqués ont monté en flèche. Cela peut expliquer la difficulté rencontrée par Aristide, pendant son court règne, pour tenter d'interdire les expéditions de drogue. Un rapport confidentiel de la DEA fourni au représentant du Michigan, John Conyer, a parlé du cas de Tony Greco, un ancien agent de la DEA en Haïti, qui a pris la fuite en septembre 1992, à la suite de l'arrestation d'un officier militaire haïtien, accusé de trafic de drogue. Patrick Illy dit qu'il n'a reçu aucune aide de l'armée haïtienne, pour tenter d'interdire les expéditions de drogue. Et quand Greco a été informé en mai 1991, que 400 kilos de cocaïne arriveraient en Haïti, l'homme de la DEA a regardé impuissant pendant que le stupéfiant était livré, au bateau en attente. Greco a dit à Illy que l'armée était manifestement absente, à un moment où il savait que de la drogue arrivait. Greco a déclaré qu'il avait finalement abandonné et fui le pays, après avoir reçu une menace de mort par téléphone, contre sa famille de la part d'un homme qui s'était identifié comme le patron de l'officier arrêté. Selon Greco, seul le commandant de l'armée, Raoul Cedras, et le chef de la police de Port-au-Prince, Michel François, chef du coup d'État de 1991, avaient son numéro privé. Malgré les expériences de Tony Greco, la DEA défend sa présence continue en Haïti. Il existe actuellement 2 agents de la DEA, toujours en poste dans le pays, et la DEA a poursuivi ses contacts avec l'armée, après l'éviction d'Aristide, malgré l'admission de la DEA que plus de 26 400 livres de cocaïne sont entrés aux États-Unis en 1993, transbordés par Haïti, avec la coopération de l'armée. La DEA reste sur la défensive de ses contacts avec l'armée haïtienne. Le porte-parole de l'agence, William Rudzamanti, a déclaré, très franchement et honnêtement, nous avons obtenu un soutien fiable et de qualité, dans les choses que nous essayons de faire là-bas. Il a reconnu que le DEA a reçu des rapports sur l'implication d'officiers de l'armée haïtienne dans le trafic de drogue, mais a déclaré que les rapports n'ont pas été vérifiés. Le rapport sur la stratégie internationale de contrôle des stupéfiants, publié en avril par le département d'État des États-Unis, Bureau des questions internationales sur les stupéfiants, indique que le niveau actuel d'activité liée à la drogue aérienne et maritime, détectée en Haïti est faible. Au sujet de la corruption officielle, le rapport indique que les États-Unis n'ont pas de preuves
reliant directement les hauts responsables du gouvernement d'Haïti au trafic de drogue, bien que les rumeurs et les allégations non fondées abondent. Répondant au rapport du département d'État, le représentant Major Owens, qui dirige le comité d'Haïti du Congressional Black Caucus, a déclaré à ce journaliste que l'incapacité du département d'État à agir sur des preuves de corruption par les commandants militaires d'Haïti était une bonne question que le gouvernement a échoué de répondre. Owens dit que le secrétaire d'État Warren Christopher est coupable d'un double standard motivé par le racisme contre les réfugiés haïtiens noirs. La plupart des Haïtiens pensent que le chef de la police de Port-au-Prince, le colonel Michel François, et son frère aîné Evans, dirigent actuellement le trafic de drogue. Le colonel François a acquis ce contrôle et est devenu l'un des hommes les plus puissants d'Haïti, en recrutant des centaines d'auxiliaires de police, appelés attachés, pour contrôler et éliminer ses rivaux. François commande son propre service de renseignement indépendant, qui espionne à la fois sur les opposants et les alliés, tout en menant un racket de protection pour les trafiquants de drogue locaux. Michael Ratner, avocat au CCR, affirme que François et l'ancien dictateur Prosper Avril font la loi derrière la façade du général Cédras. François et ses hommes ont une histoire d'implication dans la torture d'opposants et les meurtres de style escadron de la mort de partisans d'Aristide. Lors d'un incident récent, des attachés ont pris d'assaut la mairie de Port-au-Prince pour empêcher le maire de la capitale, Evans Paul, un partisan d'Aristide, d'entrer dans ses bureaux. Une personne a été tuée et 11 blessés lors de l'incident du 8 septembre, lorsque la foule a ouvert le feu sur des partisans d'Aristide. Des témoins disent que l'attaque a commencé lorsque des attachés ont tiré deux des assistants de Paul d'une voiture, frappant violemment un responsable d'Aristide. François est également considéré comme responsable du meurtre du ministre de la Justice, Guy Malary. Le journaliste Denny Bernstein écrit que François a été formé à l'école des Amériques de l'armée américaine, connue en Amérique latine sous le nom de la Escuela de Golpes, l'école des coups d'État. Basée à l'origine au Panama, la SOA a été transférée à Fort Benning, Géorgie en 1984. Au cours de ses 40 ans d'histoire, la SOA a formé 55 000 militaires d'Amérique latine, dont feu le chef de l'escadron de la mort salvadorien, Roberto d'Aubuisson. Le 21 avril 1994, un trafiquant de drogue colombien condamné, Gabriel Taboada, qui en est à la 5e année d'une peine de 12 ans, dans une prison fédérale de Miami, a pointé du doigt François, lors d'une audience du sous-comité sénatorial des Relations étrangères, présidé par le sénateur John Kerry. Taboada a témoigné que le lieutenant-colonel François a collaboré à l'expédition de tonnes de cocaïne aux États-Unis, au cours des années 1980. Taboada a déclaré avoir rencontré François, alors qu'il se trouvait à Medellín, en Colombie, dans le bureau du roi de la drogue, Pablo Escobar, en 1984. Au cours d'une conversation de 30 minutes, Taboada a déclaré à François qu'il était importateur de voitures. François, a-t-il dit, a demandé pourquoi n'étais-je pas dans le commerce de la drogue, puisque le commerce de la drogue rapportait beaucoup d'argent. S'exprimant par l'intermédiaire d'un interprète, Taboada a déclaré « Je lui ai demandé quelle était son entreprise, et il a dit qu'à l'époque, il était à Medellín, pour organiser un accord de cocaïne. » Taboada a déclaré avoir appris plus tard que François était le chef de la police en Haïti. Taboada a déclaré au comité que le cartel a fait sortir des avions de Colombie et a atterri en Haïti, protégé par l'armée haïtienne. Michel François a protégé la drogue en Haïti, puis a permis à la drogue de continuer jusqu'aux États-Unis. Taboada a également déclaré au sous-comité que des personnalités militaires haïtiennes rencontraient souvent des membres du cartel de Medellín en Colombie, y compris l'homme fort Prosper Avril, qui, avec François, est depuis longtemps lié au trafic de drogue en Haïti.